jamais été aussi challengée émotionnellement que depuis que j'ai des enfants. Ah oui. Je dis souvent en rigolant que les enfants, ils mettent le doigt là où t'as pas les problèmes résolus en fait. Le fait de les avoir, ça me rappelle que je ne peux pas ignorer ce qui vibre en moi, ce qui est important pour moi en fait. Je m'attendais vraiment pas à une histoire comme ça. Bonjour Claire Shepherds, merci d'avoir accepté notre invitation à participer à notre podcast. Nous sommes très honorés de te recevoir. Comment vas-tu? Comment te portes-tu? Ça va bien, je suis un petit peu oui, fébrile de voir ce qui va se passer de cette qui va sortir des questions et de cette interview, mais je suis très très contente d'être là avec toi ce soir. Non, ça va être très très bien. On va refaire le voyage d'une vie de leçons et espérons que quelqu'un pourra en apprendre deux, trois trucs. J'aimerais commencer par te demander quel est le moment dur que tu as traversé où en sortant, tu t'es dit, bah, j'ai appris une leçon tellement valuable que je m'en séparerai jamais dans ma vie. C'est une bonne question. Je pense que le moment le plus dur pour moi, ça a été, donc c'était en 2010, quand j'ai eu ce projet d'aller en Colombie pour faire jeune fille au père. Ah oui. Dans une famille, sachant que je ne parle pas espagnol. Mon but, c'était aussi d'apprendre l'espagnol, mais j'avais zéro notion d'espagnol. Et en fait, je me suis retrouvée dans une famille pas du tout en sécurité, dans le sens où ils ont voulu m'enfermer là-dedans, soi-disant parce que c'était dangereux et j'étais européenne, blanche, je suis très grande. Ouais. Et on m'a dit, non, faut surtout pas que tu sortes. Mais j'ai eu l'impression, en fait, de me trouver dans une espèce de secte, parce qu'il y avait une église dans le jardin. Et donc, j'ai voulu fuir au plus vite. Sauf que j'étais en Colombie, qui n'est pas le pays le plus sécurisé du monde, et surtout dans un pays que je ne connais pas, dans une langue que je ne connais pas. Donc je pense que ça a été le moment où j'ai eu le plus peur de ma vie et où je me suis demandé ce que je faisais là et comment j'allais m'en sortir en fait. Et comment ça se termine cette histoire? Je me suis retrouvée dans un... En fait, la famille, j'ai dit que je voulais partir, etc. Enfin, m'a en fait mis dans un appartement à Bogota, donc la capitale, en disant oui, là-bas, il y aura quelqu'un pour t'aider, il y a mon frère qui est pas loin, etc. Et en fait, je me suis retrouvée toute seule puisque le frère m'a donné les clés et il est parti. Ah mince. En gros. Et sachant qu'en plus, j'étais absolument pas préparée à ce voyage puisque j'avais pas de prise, comment on appelle ça, d'adaptateur. Ouais, pour les prises qu'ils ont. Pour les risques qu'ils ont. Ouais. Donc, je me suis retrouvée en 24 heures dans cet appartement, sans téléphone, sans ordinateur, puisque j'avais plus de batterie. Et je n'avais pas de montre à l'époque. Je n'en ai toujours pas d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, avec un téléphone, on n'a pas besoin de montre. Et il n'y avait pas d'horloge. Donc, je me suis retrouvée dans un appartement, j'avais même pas l'idée de l'heure, en fait. Finalement, au bout d'un moment, j'ai compris que si j'allumais la télé, je pouvais trouver une chaîne qui me dirait l'heure. Et du coup, j'étais là en mode, faut que je rentre chez moi, faut que je rentre en France. Ouais. Donc, j'étais partie pour 6 mois et je suis restée 12 jours. Ah, quand même. Voilà. C'était abrégé. on va refaire le film de ta vie parce que c'est marqué par beaucoup de voyages comme cela. T'es allé loin, t'es allé au Burkina pendant une année. On aura l'occasion d'y revenir. On a omis de te laisser te présenter dans ton activité, de ce que tu fais au quotidien. On va commencer du coup par là et on va retracer le film d'une vie. Voilà. Alors aujourd'hui, là, tout de suite, au niveau activité professionnelle, je suis à la fois écrivaine et facilitatrice d'exploration émotionnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu... En fait, j'accompagne, je facilite le processus de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et avec l'idée que toute émotion est légitime et qu'est-ce qu'il y a que derrière tes émotions, ça parle de toi, de tes besoins, de tes envies, de tes attentes. Et donc moi, j'utilise l'écriture et le partage
pour faire sortir quelque chose, enfin, pour que chacun en fait puisse sortir quelque chose et voir ce qu'ils peuvent en faire en fait. Donc on fait des ateliers d'exploration émotionnelle où on va écrire et partager. Et donc aussi je suis écrivaine. J'ai écrit des livres notamment pour enfants où les émotions ont une belle place. Que les émotions c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi en fait. Voilà. Ça c'est ma vie professionnelle, mais je travaille à mi-temps. Ah, très bien. Et c'est vrai que j'aime bien le préciser, je suis aussi la moitié du temps maman de 2 enfants en fait. Et c'est un choix, on en reparlera sans doute, mais c'est presque un choix politique de me dire je suis entrepreneuse, d'accord, je fais plein de trucs, mais ça ne prend que 25 heures par semaine en fait. Oui. Ton adolescence, comment elle se passe en France ou géographiquement? Alors moi je suis née à Bordeaux et donc j'ai grandi à Bordeaux jusqu'à l'âge de 11 ans, enfin à côté de Bordeaux. Et donc à 11 ans, entre mon CM2 et ma 6e, mes parents ont déménagé en Normandie. Et c'est là d'où ils venaient. Donc mes parents sont normands, donc ils sont retournés en Normandie. Donc j'ai grandi et après j'ai habité en Normandie entre 12 et 19 ans. D'accord. Ouais. Et donc toute cette période-là de ma vie était en France. Après, ça commence à se compliquer un peu. De ton enfance normande, quel souvenir t'en gardes et à quel moment tu commences à envisager, que tu dis ça commence à se compliquer un peu, à quel moment tu as envie de compliquer tout ça? En fait, je peux pas vraiment dire un moment parce que ma mère raconte que quand j'avais 4-5 ans, j'avais dit moi, mon mari il parlera une autre langue et il viendra d'ailleurs, comme ça mes enfants ils seront bilingues et puis on aura c'est quelque chose qui était là depuis super longtemps. Puis au collège, enfin à la fin du collège, j'ai décidé de partir en section européenne pour apprendre les langues. Alors pas parce que j'étais particulièrement douée en langue, mais juste parce que j'avais bien compris que ça m'ouvrait plein de perspectives quoi. Effectivement. Et tu finis tes études avec un bac, tu fais un classiquement et tu vas à l'université. Et c'est à ce moment-là que tu commences à commencer un peu à vadrouiller en Europe. Comment se passe cette période-là de voyage et de liberté, d'excursion au travers du continent et c'est quoi les émotions que ça te fait remonter? C'est des bons souvenirs. J'adorais cette période-là de la licence et du master. Parce que moi, en fait, du coup, à partir du moment où j'ai eu 16-17 ans, j'ai découvert que le métier de professeur de français langue étrangère et que du coup, c'est par là que j'avais envie d'aller, en fait, d'enseigner le français à des gens dont c'était pas la langue maternelle. Et que j'avais une idée. Et c'est aussi de là qu'est venue l'idée de il faut que j'aille ailleurs, il faut que je voie les choses différemment, il faut que voilà. Et notamment en fait le fait que j'avais suivi une école de classe européenne, mais j'étais un peu nulle en production orale en anglais. Et ne parlons pas de mon allemand que je n'ai jamais su parler. D'ailleurs, j'ai habité en Allemagne depuis et je ne sais toujours pas parler allemand. Ah, carrément. Et du coup, j'ai eu cette idée de oui, mais en même temps, si tu veux enseigner à des étrangers, il faut que toi tu sois ouvert à d'autres. Puis si tu veux voir d'autres choses, il faut que tu parles anglais. Donc, le premier voyage un peu initiatique pour moi, ça a été de partir un été au pair, une jeune fille au pair en Irlande. Ah, très bien. Je suis arrivée, le père m'a dit Wash do you want to eat? Et je me suis dit, mon Dieu, il parle anglais lui? Bon, je ne vais pas anticiper l'accent. Mais, et en fait, je dis souvent que partir en Irlande, ça a été le premier jour du reste de ma vie. Parce qu'une fois que j'étais là-bas, je me suis dit non, mais en fait, j'ai envie de vivre à l'étranger. Ouais, carrément. J'ai pas seulement envie de voyager, j'ai pas seulement envie de découvrir des cultures, des personnes, j'ai envie de vivre ailleurs. Et en plus, quand j'étais en dernière année de licence, je me suis rendu compte que tu peux faire tes études à distance, en fait. Oui, oui. Donc, je suis passée à distance en L3. Et j'ai fait, du coup, 3 ans où j'étais ailleurs. Et du coup, comment t'es passé de prof de philo à ce que tu fais aujourd'hui?
Ça, c'est une très bonne question. En fait, donc, je suis arrivée au Pays-Bas et je suis devenue professeure de FLE. J'ai travaillé dans plein d'endroits. J'ai travaillé en école universitaire, j'ai travaillé en Alliance française, en Institut français. Et j'adorais ça. J'étais prof vraiment. Mais en fait, à un moment, j'ai voulu passer au-dessus et apprendre des nouvelles choses. Donc, je suis devenue entrepreneuse. Mhm. Donc, j'ai créé au début mon école, enfin, j'ai créé ma boîte pour donner des cours de langue et aussi pour faire de l'écriture parce que ça m'intéressait. Et en fait, ça a très bien marché. Et à un moment, avec une amie ex-collègue, on s'est dit il faudrait créer une école. Il faudrait créer une école à Amsterdam parce qu'il y a la place sur le marché. Et du coup, on a créé l'école de français qui existe toujours aujourd'hui, qui est devenue un très très beau succès. Donc ça, c'était en 2016. Ah, quand même. Et en fait, c'est devenu un tellement beau succès qu'on s'est retrouvé avec une équipe d'une dizaine de profs qui travaillaient pour nous. Et on est devenu la référence pour l'enseignement du français aux Pays-Bas. Ah, magnifique. Entre deux, j'ai eu donc 2 enfants. Et autant après la naissance de ma fille, ça a été un peu sportif de rééquilibrer entre chef d'entreprise d'une petite entreprise qui marchait très très bien mais qui demandait beaucoup de travail et être maman. Oui. Autant quand le deuxième est arrivé, j'ai perdu mon équilibre en fait. Et donc il y avait ça, le côté j'arrivais plus à être les jours que je voulais passer avec mes enfants, j'essayais de pendant la sieste rattraper vite des trucs et tout. Et le fait que j'avais l'impression que j'apprenais plus, que ça me correspondait plus en fait, que je m'éclatais plus tant que ça à être directrice de l'école de français et professeure de français langue étrangère qui restait, donnait des cours de temps en temps. Oui. Aussi, je faisais gérer l'équipe pédagogique, voilà. Bref, ce dont on parlait au niveau, tout est chamboulé quand tu as des enfants. Moi, je me suis retrouvée à dire, en fait, là, ma vie, elle ne me correspond plus. Oui. C'est pas que j'avais pris la mauvaise direction, parce que je me suis éclatée à faire ça, et je suis immensément fière que cette école, elle existe toujours et qu'elle fonctionne très très bien. Et du coup, j'ai cédé mes parts à mon ancienne associée, et elle continue de la faire tourner. Et je suis partie en disant, voilà, je veux faire autre chose, mais je sais pas quoi. Je vais trouver. C'était en janvier 2020, où on part pas d'une entreprise qu'on a créée comme ça. Oui. Donc je me suis donné 3 mois pour partir parce qu'il fallait s'occuper de l'administratif, s'occuper aussi de mes compétences, de les passer, enfin voilà. Et en fait, du coup, j'étais partie, je vais trouver un travail salarié le temps que mes enfants sont petits parce que ce sera plus facile d'avoir cet équilibre vie perso, vie pro, qui en plus aux Pays-Bas, comme on disait, est quand même assez royal. Sauf qu'en fait, il y a plusieurs choses. La première, c'est que Covid est arrivé et qu'on est tous partis en pause puisqu'on s'est retrouvés confinés. Oui. Moi, du coup, avec 2 enfants à la maison, que je travaillais encore un peu à l'école de français, mais qu'il fallait passer l'école de français en ligne. Voilà. Ça, c'est un tout autre challenge. Pouf, dernier challenge. Et qu'après, je me suis retrouvée à me dire, je ne vais pas chercher un emploi salarié, sachant pas quand mes enfants retournent à la crèche. Oui. Voilà. Et puis, j'ai eu cette idée, parce que je continuais d'écrire, j'ai toujours écrit et je continuais d'écrire, par rapport à mon cheminement personnel. Parce qu'entre janvier et avril 2020, moi, j'ai continué à essayer de trouver ce qui vibrait en moi, à explorer mes émotions, parce que j'ai fait une formation en communication non violente qui parle de la légitimité des émotions. Et j'ai eu cette idée-là qui est née au milieu du confinement de « Ah, mais en fait, si je proposais ces outils que moi j'ai, cet environnement que j'ai aux autres. » Dans un moment charnière, en fait, je réapplique un peu cette croisée des chemins que en fait, tu revis et que tu aides et comme quoi une vocation faut juste savoir l'identifier, en fait. Finalement, en fait, moi, si j'ai réussi si rapidement à trouver mon alignement, c'est parce que j'avais tout qui était en moi. Et je pense qu'on a tous en soi ces réponses, mais que parfois on manque de l'environnement et des outils. Pourquoi tu choisis les Pays-Bas? Alors, j'ai pas choisi les Pays-Bas. J'ai pas choisi les Pays-Bas. Entre le Burkina Faso et la Colombie, il y a mon année en Angleterre. Ah. Et
pendant mon année en Angleterre, j'ai rencontré un Néerlandais. Très, voilà, très cliché. Mais j'ai rencontré un Néerlandais 3 semaines avant de partir d'Angleterre, sachant qu'après, je devais partir 6 mois en Colombie. Donc, c'était pas genre, on n'a pas tissé une grande relation. Se dire, bon, bah voilà, en fait, la personne que j'aime est là-bas, je vais là-bas. Sachant que lui, à ce moment-là, il était en Angleterre en plus. Et je suis rentrée de Colombie en me disant, qu'est-ce que je fais? Et cet homme-là, qui à l'heure actuelle est mon mari, lui a décidé de rentrer aux Pays-Bas et il se demandait ce qu'il allait faire. Enfin, il n'avait pas de travail, mais il est rentré chez ses parents. Et je me suis dit, est-ce que je vais aux Pays-Bas? Donc j'ai un peu cherché du côté de l'opéria, donc de jeune fille au père encore une fois, parce que c'est une expérience que j'avais. Mais en même temps, j'avais enseigné entre deux, ça collait pas. Et du coup, je suis partie en Allemagne pendant 6 mois, parce qu'en plus, il me fallait du temps de stage comme professeur de français langue étrangère. Et ça me permettait de me dire, bah, je suis pas loin des Pays-Bas où il y a Joris, mon mari actuel, mon mari, et voir. En fait. Et en fait, à ce moment-là, du coup, on était dans une relation à distance qui finalement a duré 1 an. Et quand j'ai fini mon stage en Allemagne, qu'est-ce que je fais? Lui avait trouvé un boulot aux Pays-Bas et je me suis dit, bon, bah, il faudrait peut-être que j'aille aux Pays-Bas, mais je ne savais pas trop comment parce que je ne voulais pas y aller sans avoir quelque chose, en fait. Et en fait, il s'est trouvé qu'il y a eu une offre de stage pour 3 mois à l'Institut français d'Amsterdam. Je n'avais pas besoin d'un stage de plus, mais je me suis dit 3 mois, vas-y, on y va. Ça me permet d'y aller. C'est comme ça que je suis arrivée aux Pays-Bas. Et je me rappelle très bien quand je suis arrivée, on avait dit, on y est pour 1, 2 ans, voilà, et que je suis là, donc, depuis 11 ans. Ah oui. Et qu'à l'heure actuelle, une maison, 2 enfants, une entreprise néerlandaise, bref, je suis partie. T'as trouvé ton pays d'adoption. Incroyable. Et comment ça se passe quelle est la différence en fait entre la vie aux Pays-Bas et la vie en France? Parce qu'on voit souvent en fait l'image d'Amsterdam par exemple, ultra écolo, où tout le monde est à vélo, etc. Est-ce que c'est juste un cliché ou est-ce que la vie les modes de vie sont tellement plus avancés dans le bon sens en fait au final, ou c'est juste un cliché des médias? Alors, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de choses où je trouve que ça va beaucoup plus dans le bon sens. Logiquement, je ne sais pas. Alors, c'est vrai la vélo, moi, je n'ai pas le permis. Oui. Et ici, mais ça ne manque jamais, en fait. Donc, j'ai un vélo cargo avec la caisse devant pour transporter mes enfants et une carte de transport. Et avec ça, je peux aller partout, en fait. Ah oui. Et d'ailleurs, maintenant, on a une voiture parce que ça plaît à mon mari d'avoir une voiture, mais on l'utilise majoritairement pour aller en vacances en France. Oui. Donc, on voyage plus à vélo. Est-ce que le pays est plus écolo? Je ne sais pas. J'ai pas parce qu'il y a quand même beaucoup de grandes entreprises il y a des déductions fiscales pour les grandes entreprises qui permet à beaucoup d'entreprises de venir s'installer ici. Par contre, là où je trouve qu'il y a une avancée très claire que j'aimerais avoir en France, c'est sur la qualité de vie personnelle, en fait. Ici, c'est normal de travailler à temps partiel. Oui. Je crois que c'est un Néerlandais sur 2 qui travaille. Ah, carrément. Et il n'y a pas de présentéisme. Tu fais 9h-17h, tu fais 9h-17h, que tu sois ouvrier ou cadre. Et du coup, de ce point de vue-là, le respect de la vie de famille est quand même beaucoup plus présent. Et aussi, moi je dis souvent c'est un pays super kids-friendly en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a pour les enfants, pour faciliter la vie des familles, et aussi au niveau de l'éducation, qui est beaucoup plus dans la non-violence éducative en fait, dans la coopération. Pour moi, en fait, on me dit souvent, tu n'as pas envie de redéménager en France. Ce qui me manque en France, c'est la nourriture et
un peu le climat du sud de la France comparé à voilà. Mais sinon, là, ma qualité de vie ici, la mentalité néerlandaise, enfin, je suis en processus pour penser que je vais un jour demander la double nationalité, en fait. Je me suis néerlandisée, en fait. Tu as vraiment trouvé une terre d'adoption. Et c'est incroyable de voir que déjà, c'est des piliers fondamentaux sur lesquels, parce que là, ça, en fait, quand tu dis il n'y a pas de présentéisme, en fait, c'est surtout, il y a une conscience du temps. Une conscience du temps et de savoir que bah, ce temps-là, il est pour mes activités professionnelles, ce temps-là, il est pour moi. Et en fait, je pense que ici on a la limite n'est pas très bien définie et du coup, il y en a, enfin, je vais pas juger qui que ce soit, mais des fois, on voit aussi qu'au travail, il y a des gens qui prennent du temps pour soi. Et en fait, c'est là où ça décale parce que au final, on est là, mais on est sur soi-même et qu'on fait pas ce pourquoi on est là. Et au final, on décale. Et on est au travail sans pour autant être productif. Et je pense que cette limite-là, quand elle est bien définie, quand on est là, on fait pourquoi on est là, et après on part. Je pense que ça réduirait le présentisme, mais après, c'est juste ma vision des choses. Et c'est intéressant aussi de voir cette approche-là qui va en avant et de trouver en fait une terre, au final, de ce que disait ta mère quand tu avais 4 ans, où tu voulais déjà être dans cette vie-là et qu'au final, ça te tombe dessus et partir là-bas pour 1 an, comme tu faisais un peu à découvrir plusieurs endroits et d'y rester 11 ans. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Tu as parlé d'être professeur de langue étrangère, du coup professeur de français à l'étranger. Aujourd'hui, tu fais de l'exploration émotionnelle, aussi beaucoup avec des femmes enceintes, si j'ai bien compris, en pré- et post-natalité. Quel est le dénominateur commun, au-delà de la grossesse, entre émotionnellement à toutes ces femmes-là, sans pour autant nous dire quelque chose qui serait au-delà de ton activité, mais quel trait retrouves-tu chez toutes ces Moi, femmes-là? en fait, je travaille beaucoup avec des femmes, je travaille beaucoup avec des mères. Ouais. Et je travaille en effet, j'aime beaucoup la périnatalité parce que c'est un moment où tu as une vulnérabilité émotionnelle qui, quand moi je l'ai vécu, j'ai pas compris et je l'ai pas toujours bien vécu, mais que maintenant je me dis que c'est une opportunité merveilleuse d'accéder à tes émotions pour en faire quelque chose. Et en fait, donc j'ai aussi, par exemple, je travaille aussi avec des gens qui ont des projets, qui sont entrepreneurs ou qui veulent devenir une reconversion. Et je me rends compte que beaucoup de gens qui donc changent de vie, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie qui a fait tilt. Et du coup, la grossesse, l'accouchement, le fait d'avoir un enfant, c'est souvent ce tilt-là, en fait. Oui, quand même. Parce que, donc, ce qu'elles ont en commun, les personnes qui travaillent avec moi, c'est que, alors, je ne sais pas si je peux parler pour elles, essayer d'en avoir toute conscience, mais moi, l'impression que j'en ai, c'est que tu te rends compte que tu as essayé de vivre avec les règles du monde tel qu'il est actuellement, qui est de domination, en fait, de force, de je cache mes émotions, et qu'en fait, ben, là, tu as un moment où, en fait, ben, tu n'y arrives plus, tu ne sais pas quoi en faire, et que moi, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'en fait, ben, elles n'ont plus envie de jouer avec les règles du jeu de la société actuelle. Enfin, c'est grandiloquent dit comme ça, mais se dire, mais en fait, et ça, donc ça se passe souvent donc, autour de la naissance, mais ça peut se passer aussi avec les parents qui sont intéressés à la pédagogie bienveillante. Parce qu'on va leur dire, vas-y, apprends à accueillir et accompagner les émotions de ton enfant. Elles sont légitimes. Et là, tu as un espèce de truc, ok, j'apprends, mais en fait, ben, j'accueille pas et j'accompagne pas les miennes, en fait. Oui. Et mon boulot à moi, c'est d'accompagner le processus de réalisation de la force de tes émotions, enfin, de la puissance possible de ce que tu peux faire en accueillant et en accompagnant tes émotions, en fait. Le mot est fort quand même de vulnérabilité émotionnelle parce que dans le fond c'est ça et on voit que on est comme perdu, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais on n'arrive pas à poser le doigt dessus
Et d'arriver même par exemple pour les parents, ce que tu dis, c'est comme un peu dans l'avion quand tu dis déjà tu mets ton masque d'oxygène sur toi-même avant d'aider l'autre personne. Et, moi, ce que ça me fait penser aussi à une phase comme de découverte de soi-même. D'aller, parce que les émotions aussi viennent d'une histoire, les amplitudes, celle qui, enfin, pourquoi une personne plutôt colère, pourquoi une autre ne l'est pas. Déjà, il y a une part de nature, mais aussi une part de vécu et d'histoire. Et une fois qu'on apprend à les connaître, à connaître les signaux, en fait, qu'on se découvre, qu'on se connaît, c'est là où on devient le plus fort. Et c'est un peu la raison de cette podcast, de voir les gens se découvrir. Quand toi, voilà, adolescente, tu vas vadrouilles un peu, enfin, au fond de toi, tu savais déjà sans le savoir ce que tu voulais et maintenant tu le vis. Et c'est là où tu es le plus heureuse et que d'allier ta vie pro à ta vie de mère, enfin, en symbiose dans un pays où c'est normal, c'est là en fait où tu trouves ton équilibre. Et du coup, j'aimerais te demander, dans cette phase-là, quelle stabilité émotionnelle te rapporte toi, ta famille, cet endroit safe en fait, au final un peu la maison, c'est là où on est bien. C'est intéressant comme question parce que j'ai jamais été aussi challengée émotionnellement que depuis que j'ai des enfants. Ah oui. Je dis souvent en rigolant que les enfants, ils mettent le doigt là où t'as pas les problèmes résolus en fait. Mais mes enfants, ma famille me font, c'est une prise de conscience aiguë du temps qui est compté en fait. Ça paraît mélodramique de dire comme ça, mais ça fait sens. On dit souvent profites-en, ça dure qu'un temps. Et du coup, le fait de les avoir, ça me rappelle que je ne peux pas ignorer ce qui vibre en moi, ce qui est important pour moi en fait. Et c'est pour ça en fait que tu disais l'histoire du masque d'oxygène avant celle de ses enfants, mais c'est aussi en fait on a tendance à opposer les trucs. Soit tu donnes à tes enfants, tu vois, soit tu donnes à toi. En fait, non, le meilleur cadeau que tu peux faire à tes enfants, c'est d'être bien et d'être heureux en fait. Parce que eux, ils apprennent avant tout pas parce que tu leur dis, mais par l'exemple, parce que tu leur montres en fait. Oui. Et eux, en fait, en étant là, hier ils étaient des bébés, maintenant c'est déjà plus des bébés. Je me dis, mais on n'a pas beaucoup de temps à passer ensemble, parce que le but des enfants, c'est qu'ils deviennent indépendants. Oui, qu'ils prennent leurs enfants. Donc le but, c'est que je sois bien pour qu'ils soient bien. Et à partir du moment où j'ai switché ça, ça m'apporte de la stabilité en fait qu'ils soient là. La phrase elle est forte de dire que les enfants ont ce don-là de mettre le doigt sur tes problèmes qui ne sont pas résolus. Et c'est peut-être, là c'est un peu ce qu'on dit rich, mais c'est peut-être pour ça que beaucoup de couples ne survivent pas à la naissance d'un enfant, parce que ça met les doigts sur tout ce qu'on a caché et que ça fait une partie un peu dure. Ça me fait cogiter un peu là sur le moment. Et tu as parlé aussi d'une autre chose qui est importante, parce que j'ai parlé à beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui me disent que quand j'ai eu mon enfant, j'ai su qu'en fait, il fallait que je réalise mes rêves, il fallait que je lui propose autre chose. Et tu parles de ce qui vibre en toi. Est-ce que c'est la même chose? Parce qu'au final, on sait qu'on est modèle, et tu dis que c'est de l'idée lead by example, de ce que tu es, c'est le meilleur cadeau que tu peux leur offrir. Et est-ce que la naissance, du coup la parentalité, ne pousserait pas à devenir la meilleure version de nous-mêmes en fait au final? Et ça fait un switch dans notre tête ou dans notre inconscient, ou je sais pas, de quelque chose d'insoupçonné. Alors, c'est une bonne question et je pense qu'il n'y a pas une seule réponse. Je pense que c'est une opportunité de... Et quand je te parlais de vulnérabilité émotionnelle, en fait, c'est scientifiquement prouvé quand les derniers mois de l'accouchement, la grossesse et en postpartum immédiat,
le cerveau des mères fonctionne différemment, mais en postpartum immédiat, le cerveau des pères aussi serait en restructuration. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la matrescence pour les mères, ce changement d'identité, ce changement très rapide. Et il y aurait une patrescence, mais il y a très peu d'études, elles sont pour l'instant en anglais. Mais bref, disons qu'en fait, ton identité change, ta place dans le monde change, parce que tu étais enfant d'eux, tu deviens parent, enfin tu es la nouvelle génération par rapport à ce temps qui passe. Oui. Et alors, hormonalement, j'ai parlé des mères, parce que je travaille surtout avec des mères, hormonalement, tu es hypersensible. Pour plusieurs raisons, parce que pour accoucher de manière physiologique, il faut se reconnecter à son cerveau archaïque et débrancher le néocortex. Oui. Ce qui fait en fait pour devenir un mammifère, quoi. Et aussi parce que tout petit être est hyper dépendant de toi, hyper fragile, et donc il faut capter très fort les signes. Donc la nature nous a programmés pour être super sensibles à ce moment-là, pour pouvoir accoucher de manière physiologique et pour pouvoir s'occuper de notre enfant correctement, en gros. Et du coup, tu passes par un espèce d'ouverture aux émotions, donc cette vulnérabilité dont je parlais, qui fait que forcément, c'est intense. Après, il y en a qui le vivent plus ou moins intensément et qui referment la parenthèse et qui se remettent à travailler de la même manière et qui se posent pas de questions et qui voilà. Et il y en a d'autres qui se disent, c'est un peu, tu sais, le Pokémon. J'ai évolué. C'est pas que je suis plus la même, mais je suis une nouvelle version de moi-même. Oui, une meilleure version. Et une meilleure version, bien sûr, avec plus de super pouvoirs. Et qu'est-ce que fait de ça? Et qu'est-ce que j'écoute en moi? Parce que quand tu me disais, oui, ce qui vibre en toi, ça peut être tes rêves. Alors, moi, je dis pas, il faut suivre ses rêves. Parce qu'on a des rêves qui sont là juste pour rêver, en fait, parce qu'ils répondent à certains de nos besoins, mais pas à d'autres. Effectivement. Par exemple, moi, je fantasme de temps en temps de tout vendre, acheter un van et faire un tour. Et je trouve ça trop chouette comme idée dans la tête, mais si j'étudie même en prenant en compte mes émotions, je me rends compte que c'est peut-être pas ce qui correspond à mon harmonie. Oui. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense, etc., il y a une grosse force de l'habitude. Il y a aussi les voix extérieures qu'on fait nos voix parce qu'on n'a pas envie d'écouter notre petite voix. Et si tu es passé par ce chamboulement de la maternité et aussi potentiellement de la paternité, suivant comment tu vis ta paternité, tu as cette ouverture qui te dit, mais mon Dieu, en fait, comme tout est tombé un petit peu dans mon identité, dans tout ça, qu'il a fallu les remettre en place, tu peux potentiellement voir. Voilà, tu as cette opportunité de voir, en fait. Il y en a qui ne voient pas, ou il y en a qui se rendent compte que leur vie d'avant correspond toujours à leur moi profond, à ce qui vibre en eux. Mais c'est une chance énorme. Et tu as parlé de quelque chose aussi dont on ne parlait pas trop avant, dont on parle un peu plus maintenant, qui est le postpartum. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les challenges que les femmes rencontrent pendant cette période-là? C'est une super bonne question. Alors, il n'y a pas un vécu qui est le même de première. Enfin, en fait, il y a des gens qui vont dire que c'était horrible, que c'était un tunnel noir et que voilà. Et d'autres qui vont dire ah mais non, mais on m'a fait peur et en fait c'est pas ça. Oui. Après, c'est clairement un chamboulement. Bon, déjà, tu es passé par un accouchement qui soit en fait vaginal ou par césarienne. Ça reste un truc qui pour le corps est quand même super fatigant. Oui. Et en fait, tu as l'impression que c'était ça en cours de préparation à l'accouchement. On te fait croire que c'est ça le moment clé d'intensité. Oui. En fait, c'est le début du moment clé d'intensité. C'est un peu comme le bac quand on te dit vise le bac et en fait le bac c'est le début. C'est ça. Et en fait, donc après, il faut que tu te remettes de ton marathon de l'accouchement. Mais tu as donc un meuble Ikea sans mode d'emploi. Tu as un petit bébé dont tu dois t'occuper, mais tu sais pas comment on fait. C'est pas livré avec le mode d'emploi. Alors c'est plus facile pour les deuxièmes et les troisièmes, mais comme chaque être est différent, en fait, on sait pas. Tu rabats toujours les cartes. Tu es donc super sensible émotionnellement. Tu tapes un baby blues et tu dors pas beaucoup. Et tout le monde doit reprendre sa place, en fait. C'est-à-dire que
toi, tu dois trouver qui tu es, puisque maintenant tu es une mère aussi. Ton partenaire, il doit se trouver par rapport à toi, qu'il trouve changé, ou voilà, mais par rapport à ce nouvel être aussi. Oui. Et mais même au-delà, les parents deviennent grands-parents, etc. Donc, tu as tout qui est chamboulé au niveau. Tout en ayant pas une minute à toi, en fait. Puisque tu as un bébé qui, potentiellement, veut manger tout super souvent, qu'il faut changer, qui dort sur toi, qui... Voilà. Ouais. Et, en fait, on dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Et en fait, dans plein de cultures, tu as en effet tout un cercle qui entoure la mère, en fait, la mère et l'enfant, mais surtout la mère, en fait, parce qu'en fait, l'enfant n'a pas besoin de quelqu'un d'autre que ses parents, en fait. Oui. Alors que, en fait, on a tendance, quand on vient visiter une mère, en fait, on vient voir le bébé. Oui, c'est clair. Et une mère, n'a pas besoin que tu lui prennes le bébé, que tu lui babysittes le bébé. Elle a besoin, par contre, que tu te demandes comment elle va, que tu lui apportes à manger, que tu lui demandes si elle a besoin d'elle pour faire quelque chose. Et du coup, les parents sont vachement seuls. Alors, heureusement, déjà, le congé paternité est passé de 14 à 28 jours. Oui, effectivement. Mais en fait, on dit souvent, mais pourquoi tu n'as pas demandé de l'aide? Et en fait, même dans tous les moments, c'est difficile de demander l'aide. Mais quand tu te sens super vulnérable, super sous l'eau, super intense, que tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas si c'est normal ce que tu vis, tu te dis, mais pourquoi les autres y arrivent et pas moi? En fait, c'est difficile de demander de l'aide parce qu'en plus, tu ne sais même pas trop comment on peut t'aider. Oui, plutôt que de parler d'aider les mères et d'aider les nouveaux parents, c'est avoir du soutien, en fait. Parce que l'aide, c'est ce que tu fais quand tu te noies et tu fais à l'aide. Et quelqu'un vient le faire à ta place. Le soutien, c'est quelque chose qui est là tout le temps, en fait. Et du coup, moi, j'ai énormément évolué dans ma maternité. Alors, c'était plus tard, mais c'est valable quand je me suis rendu compte que je ne gagnerais rien à y arriver toute seule. Oui, c'est clair. Donc, c'est très vrai. C'est dur de sortir de là-dedans en se disant, en fait, par exemple, il y a un an, mon fils a eu un problème de santé qui a fait qu'il s'est retrouvé avec une attelle et notre monde a été chamboulé parce qu'il a fallu s'adapter à ça et on ne dormait pas. Et que je me suis dit, j'appelle mes beaux-parents et je leur demande s'ils peuvent venir m'aider nous aider avec l'aîné, donc ma fille qui est la plus grande, avec les tâches ménagères, Et le pire, c'est qu'ils étaient super contents de venir passer un week-end chez nous et de faire plein de trucs. Et que nous, ça nous a fait un bien fou. Et que tout le monde en est reparti en ayant une meilleure harmonie dans ses besoins. Et que ça a fait du bien à tout le monde. Mais le fait de prendre ton téléphone et dire « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez venir nous soutenir et nous aider ?» C'est hyper dur, en fait. C'est clair. Et ça... Donc, moi, ce que je dis souvent aux gens... Oui. Je dis souvent aux gens qui ont des amis qui vont avoir des bébés, je dis si vous voulez aller voir ces personnes-là, on ne reste pas trop longtemps, on demande aux parents comment ils vont avant de s'intéresser au bébé, et si on voit qu'ils sont d'accord avec ça, on amène à manger ou on fait une tâche ménagère, voilà. Et en fait, c'est valable pour ce moment-là parce que c'est hyper intense. Mais en fait, je pense que dans notre vie, on parlait un peu tout à l'heure, de la société, comment elle était hyper compétitive, etc. C'est à tout moment, en fait, où on a besoin d'un village pour être dans la vie. Étymologiquement, en fait, c'est important ce que tu dis parce que j'ai un peu le ramené à ma langue, moi, maternelle, le Wolof. En fait, il y a une différence entre... quand on dit aider, en fait, en Wolof, le « aide-moi », en fait, je pourrais le traduire littéralement par « attrape avec moi ». Viens, on le fait à deux. Et il y a du coup cette nuance-là de fais-le à ma place et on le fait ensemble. Et je pense que ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. Et de savoir, et je pense que là, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Et moi, je viens d'être éduqué dessus, parce que tu viens de dire. L'enfant n'a besoin que de ses deux parents.
Par contre, les deux parents ont besoin de soutien émotionnel de leur écosystème parce qu'ils sont là depuis longtemps, ils ont un écosystème, un système de support qui est déjà construit et ont besoin que ce système de support-là les soutienne parce que l'enfant, à cet état-là, en tout cas, n'a pas besoin de ces gens-là et c'est très édifiant ce que tu viens de me dire. On arrive sur le dernier segment de cette discussion. C'est des questions rapides. Où j'ai besoin que tu me dises ce qui te vient en premier à l'esprit. Tout d'abord, quel est ton credo, un motto? Toute émotion est légitime. Comment te définirais tes amis? Alors, je pense que le premier mot qui vient, c'est dynamique. C'est quoi la question qu'on te pose qui t'ennuie le plus? Je pense que c'est à propos de, pour revenir à un féministe, par rapport, en fait, les questions qu'on me pose en général sur le fait que mon mari s'implique auprès de ses enfants. Et typiquement, Oui. ah, mais il t'aide alors? Ça m'ennuie, voilà. Il fait sa part. Il fait sa part. Et à l'inverse, dans un cas hypothétique où tu rencontres une nouvelle personne, quelle est la question que tu aimerais qu'elle te pose, où tu te ferais un énorme plaisir de répondre? Je pense que la question qui est intéressante à poser et que j'aimerais bien qu'on pose, c'est qu'est-ce qui est important pour toi en fait? Parce que c'est vrai qu'on croise quelqu'un, on lui dit tu fais quoi dans la vie, etc. Mais en fait, peut-être que c'est pas son travail qui le définit et qui est important. Ouais. Qu'est-ce qui est important pour toi? Ce qui est important pour moi, c'est de sentir que je suis vivante. De sentir que ce que je fais, ça a du sens dans ma vie et que ça m'apporte quelque chose en fait. Ça fait partie des rares certitudes qu'on a dans notre condition d'humain, de savoir que là tout de suite on vit. 3 bouquins que tu recommanderais parce qu'ils t'ont appris énormément de choses ou juste parce que tu as apprécié les lire? Alors, je dirais comme ça, sans réfléchir, Les Désorientés de Amin Malouf. Je sais pas pourquoi ce bouquin m'a marqué à ce point, mais en fait, il y a plein de phrases que je garde en citation, en fait, qui me reviennent super souvent. Sinon, il y a Big Magic de Elizabeth Gilbert. Qui donc parle de la créativité. Et en fait, quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit, oh, ok, c'est normal pour moi, en fait. Et en fait, il m'a habité et il me revient souvent. Et je trouve qu'il fait tellement de bien, en fait, au niveau de la créativité. Et le troisième, ce serait peut-être l'essai de Brené Brown sur la vulnérabilité, dont j'ai plus le titre là tout de suite. Mais sur la vulnérabilité émotionnelle, en fait, en fait, être vulnérable, c'est s'autoriser à être pleinement vivant, en fait, puisque dans la vie, il n'y a aucune garantie. Et que pour se connecter aux autres, pour aimer, pour avoir des expériences qui nous construisent et qui nous font du bien, voilà. Et ben, il faut avoir accepté à un moment de prendre le pari d'être vulnérable et de se montrer tel qu'on est, en fait. En tout cas, merci pour ton temps. Merci de nous avoir partagé ton histoire. Je pense que j'ai déjà, moi, beaucoup appris sur la maternité, sur en fait les besoins d'un couple à la naissance de leur enfant, par rapport aux besoins de l'enfant et aux besoins du couple. Je pense que tu as dit des choses importantes. Je pense que moi, déjà, je retiens et j'espère que les gens retiendront. Merci d'avoir... Mon fils a très envie de venir participer. Oui, mais il peut venir. Il a dit maman. Il a réussi à trouver où j'étais. Il t'a trouvé. Je vous laisse du coup à vous deux le mot de la fin. Merci à toi, c'était intéressant de discuter et de reprendre ce parcours parce que c'est vrai que je parle souvent de comment je suis arrivée de passer de prof de français à faire d'exploration émotionnelle. Effectivement. Mais revenir et le mettre dans quelque chose de plus grand, en fait, c'est toujours... moi, ça me fait réfléchir
réfléchir en fait et Mhm. ça m'amène à ma propre exploration de qui je suis. Donc De qui tu merci. es.